Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La fin du dialogue politique au Burkina Faso, ces concertations initiées par le président Roch-Marc Christian Kaboré avaient repris ce lundi après avoir été suspendues pendant plusieurs mois. Quel en est donc le bilan? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. La participation du Tchad à la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme célébrée en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, le ministre du Développement touristique et de l'Artisanat, Faisal Ramatissa, a fait le déplacement. Et puis le démarrage de la production locale de vaccins anti-Covid en Algérie, une fabrication réalisée en partenariat avec le laboratoire chinois Sinovac. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, c'est un grand jour pour le chef de la junte au pouvoir en Guinée. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya sera investi ce vendredi président de transition. La cérémonie d'investiture doit se dérouler au palais Mohamed V de Conakry. Près d'un mois après avoir renversé le président déchu Alpha Condé, le nouvel homme fort de la Guinée va prêter serment devant les juges de la Cour suprême. À noter que le choix de la date de cette investiture est loin d'être anodin. Elle intervient en effet à la veille de la fête nationale célébrée ce 2 octobre. Au sujet des invités, le doute plane quant à la présence des chefs d'État africains. Si elle est indiquée dans le programme officiel de la cérémonie, il est possible qu'ils ne répondent pas présents à l'invitation dans la mesure où les membres du CNRD ont été sanctionnés par la CEDEAO. Après 2 jours de débat, le dialogue politique a pris fin au Burkina Faso. Durant ces concertations qui ont réuni majorité présidentielle et opposition, les participants sont parvenus à s'entendre sur différents points. Parmi eux, l'élection des maires au suffrage universel direct. Plus de précisions avec Aïssatou Paris. Au Burkina Faso, le dialogue politique entre l'opposition et la majorité au pouvoir a pris fin. Après 2 jours de débat, les 27 et 28 septembre, les différents partis se sont entendus sur plusieurs points, notamment sur celui de l'organisation des élections des maires au suffrage universel direct et l'adoption des secteurs et des villages comme circonscription électorale. Je salue la disponibilité et le sens de la République, des acteurs de la majorité et de l'opposition qui se sont accordés sur l'essentiel au terme de leur concertation. Il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Pour ce qui est de la révision du code électoral, les acteurs se sont entendus sur le mode de scrutin de l'élection des responsables des collectivités territoriales, le vote dans les zones à fort défi sécuritaire et celui des personnes déplacées internes, entre autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce dialogue-là est une réussite ou un échec parce que tout simplement, c'est une reprise pour parler entre le parti au pouvoir et le parti d'opposition. On voit tout de suite qu'ils ont mis l'accent sur les élections municipales locales à venir, aussi sur les questions sécuritaires. Pour moi, la priorité devait être effectivement sur les questions sécuritaires parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain. Je ne vois même pas d'ailleurs comment on pourra faire les élections locales dans ces conditions. Les populations, nous sommes à 1 423 000 personnes déplacées internes. Et je ne pense pas que ça soit la priorité pour ces populations-là de lire les maires, étant donné qu'ils ne sont même plus au niveau de leur commune d'origine. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est la sécurité pour un peu stabiliser la situation humanitaire qui est vraiment catastrophique et qui continue de se dégrader de jour en jour. L'opposition a félicité le président Roch-Marc Christian Kaboré pour les changements opérés dans l'exécutif et les actions entreprises dans le domaine sécuritaire. Sur la réconciliation nationale, les 2 partis ont souhaité qu'un dialogue constructif soit mené afin de faciliter le retour de tous les exilés politiques, notamment l'ex-président Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Zida. Le ministre en charge de la réconciliation, Zéphirin Diabré, d'annoncer la tenue en janvier 2022 du Forum national de réconciliation. Dans le reste de l'actualité, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Turquie et l'Union africaine. Lors de sa visite en Turquie, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a été reçu ce jeudi par le président Recep Tayyip Erdogan. Au cours de son discours, l'ancien premier ministre tchadien s'est également entretenu avec Abdullah Eren, le président de l'Agence des Turcs de l'étranger et des communautés apparentées. Un entretien au cours duquel les 2 hommes ont signé un protocole d'accord relatif au domaine de l'éducation. Il cible en effet les programmes de l'enseignement supérieur ou encore de la recherche scientifique et universitaire.
C'est une première pour la Tunisie. Plus de 2 mois après le limogeage de l'ancien Premier ministre Hichem Mechichi, le président Kais Saied a nommé ce 29 septembre une femme à la tête du prochain gouvernement tunisien. Il s'agit de Najla Bouden Romdan, âgée de 63 ans. Scientifique de formation, elle avait déjà occupé un poste au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de précisions avec Aïssatou Paris. Najla Bouden Romdan va diriger le futur gouvernement tunisien, une première dans le pays. Le président Kais Saied l'a annoncé mercredi 29 septembre. Cette dernière est chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Fin juillet, après des mois de blocage politique, le président Saied avait limogé le précédent cabinet, géré le Parlement et s'était octroyé aussi le pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas d'une manœuvre qui vise à masquer une prétendue dérive autocratique. Il s'agit tout simplement d'un choix rendu nécessaire pour faire fonctionner l'État de la manière qui convienne au cours de cette période difficile. Mais le président a pris son temps de choisir parce que ses choix de chef de gouvernement précédents n'ont pas été très heureux. Donc il a pris son temps pour choisir la personne qualifiée pour cela et a fait un choix autant politique que sociétal en nommant une femme, Madame Najla Bouden, au poste de chef du gouvernement, tout simplement. La principale mission du futur gouvernement sera de mettre fin à la corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'État. Une tâche encore plus ardue depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs par les mesures exceptionnelles qu'il a adoptées le 22 septembre qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution. Les défis sont essentiellement d'ordre économique et social. Les finances publiques sont exsangues. L'économie n'est pas du tout au mieux, surtout avec la crise du Covid-19. Bien évidemment, il y aura des défis essentiellement économiques et sociaux. Le chef du gouvernement ne fera pas l'objet d'un vote de confiance pour l'investiture de son gouvernement au Parlement, puisque le Parlement est suspendu et gelé jusqu'à nouvel ordre. Et seront, d'après les termes de l'ordonnance citée, ils seront responsables de la mise en œuvre des orientations choisies par le président de la République. Scientifique de formation, Najla Bouden, âgée de 63 ans, était jusque-là directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l'Enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire accueillait ce 27 septembre la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme placée sous le thème Tourisme et croissance inclusive, un événement auquel a pris part le ministre tchadien du développement touristique et de l'artisanat, Faisal Ramatissa. Il en a profité pour lancer un message à l'ensemble des acteurs de ce secteur. Corinne Kamzefem. L'Afrique devrait tirer d'importants atouts et bénéfices de la tenue des travaux de la Journée mondiale du tourisme à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour Faisal Ramatissa, ministre tchadien chargé du tourisme, qui a pris part à la célébration le 27 septembre, les potentialités touristiques africaines sont un levier important pour le développement économique du continent, à condition d'implémenter des actions concertées. Je suis très satisfait parce que l'Afrique en général a un potentiel touristique énorme. Nous avons beaucoup de potentialités et que vraiment nous n'arrivons pas à les extérioriser. Sincèrement, nous n'avons pas vraiment les moyens de les extérioriser et ce cadre nous permet maintenant de développer en synergie nos actions afin qu'on puisse atteindre nos objectifs pour qu'on ait vraiment un tourisme international meilleur. Moi, j'ai vu c'est une première en Afrique. Et nous avons vraiment apprécié ça parce que ça nous permettra de développer notre secteur touristique. Et sincèrement, individuellement, sans un regroupement au niveau de chaque pays et au niveau de l'Afrique, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Au niveau local, le Tchad dispose d'un potentiel touristique au travers de plusieurs parcs nationaux, à l'instar de ceux de Zakouma et de Mandadou.
Dans le nord du pays, les lacs d'Ounyanga sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Le musée national du Tchad, situé en N'Djamena, regroupe en son sein presque toute l'histoire du pays. Malgré l'impact du Covid sur les activités, le tourisme continue de jouer un rôle important pour l'économie nationale. En l'absence de chiffres, le ministre garantit tout de même l'incidence positive de cette activité sur plusieurs indicateurs de développement. Nous n'avons pas de statistiques fiables pour au moins quantifier l'avantage de notre tourisme, mais sincèrement, le tourisme est très important au Tchad et c'est une activité qui permet vraiment de juguler l'aspect chômage de nos jeunes et même nous rendre, en termes de PIB, le tourisme participe toujours dans notre développement. En 2019, l'Afrique a accueilli 84,2 millions de touristes, soit une hausse de 7,5% par rapport à 2018. L'impact du Covid sur ce secteur impose de nouvelles stratégies, comme la numérisation des services, des réformes qui induisent la baisse des redevances pour les acteurs du secteur privé, entre autres stratégies. L'Algérie va pouvoir accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a démarré ce mercredi la production locale du vaccin Coronavac dans l'usine du groupe pharmaceutique Seydal basée à Constantine. Une aubaine pour le pays qui entend vacciner d'ici la fin de l'année 70% de la population. Un sujet de la rédaction. L'Algérie se lance dans la course au vaccin anti-Covid. La production locale du vaccin Coronavac a démarré ce mercredi 29 septembre. Cette fabrication opérée par le groupe pharmaceutique Seydal dans son usine à Constantine est le fruit d'un partenariat entre les autorités algériennes et le laboratoire chinois Sinovac. Pour l'occasion, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane a fait le déplacement. C'est un honneur et une fierté. La production du premier vaccin algérien contre le coronavirus est en soi une grande réussite, compte tenu des techniques et technologies requises pour cette fabrication. Certains pensent que cette production est un procédé de conditionnement de matières premières, mais nous leur répondons que cette opération nécessite une très haute maîtrise technologique et technique qui a été réalisée par les Algériens. Nous en sommes fiers et nous les félicitons. Cette usine de production présente un double avantage pour l'Algérie. Non seulement le pays ne dépendra plus des importations de vaccins, mais il pourra également accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. À ce sujet, le gouvernement s'est donné un objectif de taille, vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année 2021. Un véritable défi pour les autorités qui ont par ailleurs précisé que la capacité de production de cette usine se chiffre pour le moment à 8 millions de doses par mois. Ce vaccin est un produit qui est très important en ce moment, vu la pandémie actuelle. Donc, il va permettre la disponibilité, plus de disponibilité au marché algérien. Les Algériens vont plus souffrir de la pandémie. Non seulement c'est un challenge pour Seydal et pour l'Algérie parce qu'on a été à l'avant-garde dans un projet aussi précurseur et inédit. Si pour l'heure l'Algérie se concentre sur la production de vaccins, l'État voit déjà plus grand. Au moment où la fabrication locale sera plus conséquente, le pays pourrait envisager d'exporter ses doses de vaccins. Un mot de sport pour clôturer ce journal avec les préparatifs de la Ligue des champions féminines de la CAF. La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort de la phase de groupe de cette compétition prévue au Caire du 5 au 19 novembre prochain. En ouverture de bal, les Égyptiennes affronteront les Maliennes. On fait le point avec José Douglas. Et c'est ainsi que nous retrouvons en phase de groupe d'abord le A, Roisy Degla de l'Égypte, AS Mandé du Mali, Malabo Kings de la Guinée équatoriale et Azaakas Ladies FC du Ghana. Pour le groupe B maintenant, Vihiga Queens du Kenya, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Asfar du Maroc et River Angels FC du Nigeria. Donc il va falloir mettre les moyens financiers. On sait que déjà au niveau de la CAF, il y a des problèmes concernant les différentes fédérations au niveau des infrastructures. On connaît les différentes problématiques. Il y a actuellement même des pays qui sont interdits de recevoir, pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, de recevoir à domicile. Ils doivent utiliser des stades aux normes dans d'autres pays, donc c'est un peu compliqué. La compétition se déroulera au Caire du 5 au 19 novembre 2021
Et nous aurons pour match d'ouverture les Maliennes de l'Est Mandé face aux Égyptiennes de Ouadzi-Degla. Le 5 novembre 2021 au Caire, plusieurs joueuses entreront dans l'histoire, quel que soit le résultat de leur match. Elles disputeront en effet la toute première rencontre de l'histoire de la Ligue des champions féminines d'Afrique sous l'impulsion du nouveau président Patrice Motsepe, la dernière née des compétitions de la CAF. Oui, on sait que M. Motsepe avait mis déjà, lors de sa candidature en tant que président de la CAF, à l'époque où il était candidat, mis le foot féminin en avant et sur sa feuille de route, il avait placé le foot féminin en très bonne position et avait promis de travailler là-dessus. C'est chose faite, là on commence à voir un peu se dessiner cette promesse. Un focus sur l'Est Mandé qui est basé à Bamako et affrontera également les Malabo-Kings de la Guinée équatoriale et Azakas Ladies FC du Ghana dans le groupe A. Un rappel pour le groupe B qui réunira les Vihiga Queens du Kenya, les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'Espoir du Maroc et River Angels FC du Nigeria. Mais la démarche de M. Motsepe est bonne. Il a promis sur sa feuille de route qu'il allait accentuer les efforts sur le foot féminin et il tient promesse aujourd'hui avec cette compétition-là, cette première édition de la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne chose, mais il va falloir rajouter des moyens et travailler dur pour pouvoir continuer à perfectionner ce foot féminin, car vraiment, en tant que terre de football, l'Afrique regorge de talent, et notamment sur le football féminin. Donc il va falloir qu'on puisse axer le travail là-dessus pour pouvoir concurrencer les différentes équipes qu'il y a au niveau européen et notamment au niveau des Amériques. Les deux meilleures équipes de chaque groupe disputeront les demi-finales du tournoi. Le 19 novembre, la première équipe féminine, championne d'Afrique des clubs, sera connue et rentrera aussi dans l'histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.